Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2025. Il s'agit en fait de la première archive complète de l'histoire que j'ai voulu raconter et qui m'a donné envie de commencer cette chaîne. J'ai réussi à avoir plus de 150 vues sur ma dernière vidéo, ce qui à mon échelle est déjà incroyable, donc merci à vous. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et laissez-moi vous guider dans ce nouvel épisode des Archives oubliées. Le train s'ébranle lentement dans un fracas de métal, enveloppé dans les premières lueurs du soir, perçant le silence de la nuit approchante. Parmi quelques passagers, Jonas, un homme ordinaire parmi tant d'autres, semblait presque invisible. Pourtant, derrière cette apparence banale se dissimulait un esprit aiguisé, forgé par des années d'un travail routinier qui avait affiné son sens de l'observation et de la déduction. Son regard perçant balayait les détails du compartiment, capturant chaque détail avec une curiosité insatiable. Jonas n'était ni détective ni journaliste, et encore moins un aventurier, mais il semblait irrémédiablement attiré par les mystères, ceux que d'autres préféraient éviter. Le destin, pensait-il, semblait lui réserver des chemins obscurs qu'il était peut-être le seul à pouvoir emprunter. Alors que le train accélérait, le paysage défilant par la fenêtre, il ne se doutait pas encore que ce voyage l'emmènerait bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Alors que Jonas s'installe dans le compartiment réservé aux archéologues, il les observe. Un groupe hétéroclite, visiblement épuisé mais excité par leur récente découverte. À ses côtés, une femme d'âge mûr, Leila, au regard perçant, examine des papiers jaunis. À sa droite, Albert, un homme à l'air nerveux, semble incapable de détacher son regard d'une petite boîte posée sur ses genoux. Les trois autres, Éloi, Tristan et Mathilde, discutent à voix basse en jetant des coups d'œil anxieux vers les caisses d'artefacts empilées dans le coin. Alors, ces fouilles, elles se sont bien passées ? Jonas tente d'engager la conversation, feignant un intérêt détaché. Leila le dévisage un instant, son regard perçant jaugeant l'homme qui, pourtant, semble être là par hasard. « Aussi bien qu'on puisse l'espérer quand on dérange ce qui ne devrait pas l'être », murmure-t-elle en haussant les épaules. Une ombre de malaise traverse le visage d'Albert. « Ce sont de vieux artefacts, des choses qui portent en elles des histoires, des souvenirs, des fois, des choses qu'il vaut mieux laisser enfouies », ajoute-t-il presque pour lui-même. Jonas note la tension palpable. Quelque chose ne va pas. Ils n'ont pas l'air simplement fatigués. La nuit tombe rapidement, plongeant le compartiment dans une obscurité oppressante. Une des lampes se met à clignoter, jetant des ombres vacillantes sur les murs. Albert, pris d'une sorte de malaise, se met à trembler et murmure dans son sommeil des mots incompréhensibles. Soudain, il se réveille en sursaut, des gouttes de sueur perlant sur son front. J'ai vu des visages. Ils m'observaient. Mais ils n'étaient pas humains, balbutie-t-il terrifié. Les autres échangent des regards inquiets. Mathilde pose une main sur son bras pour le calmer, mais elle-même semble désemparée. Jonas, fasciné, les observe avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Des bruits étranges résonnent soudain dans le couloir, comme des pas lents et lourds, mais personne d'autre ne semble monter à bord ou se déplacer. La nuit est désormais bien avancée et le silence du train est interrompu par un bruit soudain, un râle étouffé. Tristan, l'un des plus jeunes archéologues, est violemment projeté contre la paroi du compartiment. Une ombre, informe et grouillante, s'acharne sur lui. Les autres tentent de le tirer en arrière, mais l'entité est trop forte. Jonas, réagissant avec un courage instinctif, s'empare d'une torche de fortune, une lampe à pétrole et un chiffon enflammé. Il se précipite vers l'ombre et, avec un cri primal, brandit la torche. L'ombre recule, semblant brûler à la lueur des flammes. Tristan s'effondre, grièvement blessé, haletant mais vivant. « C'était réel ?» murmure Éloi, incrédule. Leila serre les dents. « Ces ombres, elles sont attirées par quelque chose ici. » Le groupe pense les blessures de Tristan comme ils le peuvent. Profitant d'un moment de répit, Jonas prend la parole. « Il faut que vous me disiez tout. D'où viennent ces artefacts et qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de ces fouilles ?» Après un moment d'hésitation, Leila explique. « Nous avons découvert un temple enfoui, plus ancien que toute autre structure connue. Il y avait des statues et 3 artefacts étranges.
chacun renfermant une aura presque palpable. Dès que nous les avons touchés, des choses étranges ont commencé à se produire. Albert prend le relais, la voix tremblante. Visions d'horreur, cauchemars. Et certaines nuits, nous nous réveillions comme si nous n'étions plus seuls. Ils comprennent alors que l'un de ces artefacts est maudit. Mais lequel? Une tension s'installe, les poussant à enquêter de plus près sur chaque objet. Les ombres reviennent avec une férocité renouvelée, et Éloi est emporté sous leurs assauts terrifiants, disparaissant dans le néant. Le désespoir s'installe dans le groupe. Jonas tente de garder son calme, bien que la pression devienne insoutenable. Il commence à voir des choses lui aussi, des silhouettes dans les coins, des murmures dans ses oreilles. Alors qu'il essaie de déterminer quel artefact est à l'origine de leur malheur, des visions plus claires s'imposent à lui. Des images d'un temple ancien, de rituels sombres et d'une entité aux multiples tentacules entourée d'une lueur dorée. Cette créature, celle des artefacts, semble les observer avec un intérêt cruel. Des 6 membres de l'expédition, seuls Jonas et Mathilde restaient encore debout, leurs visages marqués par la fatigue et l'angoisse. Un par un, les autres avaient disparu, happés par l'obscurité vorace du train, comme des ombres effacées sans un cri, sans une trace. Jonas et Mathilde identifient enfin l'artefact maudit, une amulette ornée de symboles occultes qui semble vibrer d'une énergie sombre. Ils se préparent à la détruire, mais l'entité ne leur en laisse pas le temps. Les ombres se déchaînent dans un ultime assaut. Jonas, poussant Mathilde derrière lui, brandit à nouveau sa torche. Dans un dernier effort désespéré, il fracasse l'amulette au sol, libérant une onde de choc qui fait reculer les ombres. Avant qu'elle ne disparaisse, il aperçoit brièvement l'entité. Une silhouette terrifiante aux tentacules sombres et au visage voilé, auréolée d'une lumière dorée qui dégage une puissance malsaine. Jonas sent sa conscience vaciller face à cet être d'une noirceur indescriptible. Alors qu'il pense être sain et sauf, le train s'arrête. Jonas et Mathilde, encore tremblants, quittent le compartiment. Mais au lieu de retrouver la gare qu'ils attendaient, ils se retrouvent dans une jungle étrange. Devant eux, le train est enlacé par des lianes épaisses et sinistres, comme une toile emprisonnant la carcasse d'un insecte. Jonas comprend qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Ce lieu inconnu, oppressant, semble avoir absorbé le train dans une dimension parallèle. Une froide sueur coule sur son front alors qu'il réalise que l'horreur ne fait que commencer. Jonas et Mathilde échangent un dernier regard. Elle serre sa main, des larmes au coin des yeux. Ce que nous avons vu, nous ne pourrons jamais l'expliquer. Jonas hoche la tête. Il sait que cette expérience l'a profondément marqué, mais il sent également qu'il en sortira plus fort. Il a entrevu l'horreur d'un autre monde, et bien qu'une partie de lui souhaite l'oublier, une autre est prête à affronter la vérité. Alors qu'il s'éloigne, Jonas jette un dernier regard vers la silhouette massive de l'entité dans ses pensées, déterminé à découvrir ce qui se cache au-delà du voile. Les souvenirs du train hantaient encore Jonas et Mathilde alors qu'ils se retrouvaient au cœur d'une jungle oppressante et luxuriante. L'air était lourd, saturé d'humidité, et chaque souffle semblait imprégner leurs poumons d'une épaisse brume végétale. Les derniers événements jouaient en boucle dans leur esprit. L'entité d'ombre, les archéologues disparus un à un, le combat pour leur survie. Et maintenant, ce monde étrange comme arraché à un cauchemar. Mathilde, une historienne et archéologue d'origine italienne, était encore sous le choc. Elle avait dédié sa vie à la recherche et à l'analyse des vestiges anciens, mais rien, pas même les récits les plus obscurs des mythes qu'elle avait étudiés, ne l'avait préparée à une telle réalité. Sa silhouette fine et son regard fatigué trahissaient son épuisement. Mais une lueur de détermination brillait encore dans ses yeux. Quant à Jonas, ce simple employé au quotidien banal, son esprit logique était sur le point de se briser sous le poids des visions horrifiques qu'il venait d'endurer. Pourtant, quelque chose en lui semblait évoluer. Là où Mathilde commençait à s'effondrer, Jonas trouvait une force insoupçonnée, un instinct de survie alimenté par la volonté de protéger ce qui restait d'eux. Face à eux, au loin, une structure colossale se détachait de l'épaisse canopée. Une pyramide, massive et imposante, émergeait comme un phare au milieu de ce chaos végétal. « C'est notre seule chance !» murmura Mathilde, sa voix tremblante mais déterminée. Jonas acquiesça silencieusement. Leur salut semblait reposer au sommet de cette pyramide
et ils n'avaient d'autre choix que de s'y diriger. Leur progression vers le temple était un combat constant contre la jungle elle-même. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Les racines des arbres noueuses et épaisses s'entortillaient autour de leurs chevilles, les forçant à marcher avec précaution. Des plantes aux couleurs vives et aux formes étranges bordaient leur chemin, exhalant des parfums qui allaient de l'agréablement sucré à une odeur fétide et écœurante. Soudain, une fleur énorme à l'allure carnivore se dressa sur leur chemin. Ses pétales rouges pulsèrent comme un cœur vivant, et lorsque Jonas tenta de s'en approcher, la plante projeta une brume toxique dans l'air. Ils reculèrent précipitamment, Mathilde toussant violemment en essayant de se protéger le visage. « Cette jungle n'est pas juste dangereuse, elle est vivante », murmura-t-elle entre deux respirations. En plus des plantes, la faune semblait vouloir les tester à chaque instant. Des créatures à peine visibles se déplaçaient dans les feuillages, émettant des chuchotements étranges et des sons ressemblant à des rires étouffés. Une fois, ils aperçurent une silhouette gigantesque au loin, une sorte de colosse reptilien dont la seule vision fit trembler Mathilde de la tête aux pieds. Au cours de leur périple, les visions s'intensifièrent. À plusieurs reprises, Jonas fut pris de vertige, alors que des images s'imposaient à son esprit. Des corps se tordant dans des souffrances indicibles, des murmures qui semblaient venir de tous côtés à la fois, et le visage de l'entité qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux dans le train. Mathilde, quant à elle, semblait ravagée par les cauchemars. Une fois, elle s'effondra au sol, en proie à des hallucinations. « Ils sont là, Jonas! Je les vois! Ils me regardent! Les autres! Éloi! Ils m'appellent !» Jonas la secoua doucement pour la ramener à la réalité, mais son regard vide en disait long sur la pression qu'il subissait. Après des heures de marche interminables, une structure inattendue apparut à travers les arbres. Un phare. L'édifice en ruine semblait tout droit sorti d'un autre monde ou d'un autre temps. Son architecture métallique et industrielle détonnait complètement avec la jungle environnante. En s'approchant, ils remarquèrent les traces d'une bataille. Les murs étaient éventrés et des marques de griffes gigantesques s'étendaient sur les structures restantes. Une odeur de sel marin imprégnait l'air, bien que la mer fût absente de cet univers étrange. Jonas trouva un vieux journal, trempé et jauni, dans un recoin du phare. Les pages racontaient l'histoire d'un gardien de phare, terrifié par une créature marine qu'il décrivait comme une horreur sans fin. À travers les indices, Mathilde identifia une localisation dans leur monde. Ce phare existe bel et bien quelque part. C'est un indice, Jonas. Peut-être qu'un jour, nous devrons y aller, dit-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle serrait le journal contre elle. Jonas hocha la tête, pensif. Alors qu'ils quittaient le phare, une créature les attaqua. Elle ressemblait à une araignée, mais ses pattes étaient recouvertes d'écailles et se terminaient par des griffes acérées. Son corps, translucide, semblait abriter des organes luminescents et son souffle sifflant emplissait l'air. Jonas agrippa un bâton improvisé tandis que Mathilde fouillait frénétiquement dans son sac à dos, cherchant un outil qui pourrait leur servir d'arme. La créature bondit sur eux et Jonas eut tout juste le temps de parer l'attaque. Le combat fut brutal et désespéré. Mathilde réussit à planter un pieu dans l'abdomen de la créature, provoquant un cri strident. Jonas, profitant de l'ouverture, frappa de toutes ses forces jusqu'à ce que l'araignée monstrueuse cesse de bouger. Essoufflés et couverts de blessures superficielles, ils continuèrent leur chemin, le poids de leur survie pesant sur leurs épaules. En atteignant enfin le temple pyramidal, une sensation d'espoir mêlée d'effroi les envahit. L'entrée massive semblait les accueillir, mais une série d'énigmes gravées sur les murs leur barrait la route. Mathilde, reprenant son rôle d'historienne, analysa les inscriptions. Ces symboles, ils décrivent un rituel, une combinaison précise à suivre pour activer un mécanisme. Jonas l'aida à manipuler les structures décrites dans les textes, suivant ses instructions à la lettre. Après plusieurs essais infructueux et une tension croissante, un grondement sourd résonna dans le temple. Le sol trembla et une lumière étrange jaillit du puits central. En franchissant le portail lumineux, Jonas et Mathilde furent projetés dans un tourbillon de sensations et de visions. Quand ils reprirent leurs esprits, ils étaient dans les toilettes de la gare.
Le silence était écrasant après la cacophonie de l'autre monde. Mathilde regarda Jonas, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Jonas, quant à lui, resta silencieux, son regard rivé sur ses mains tremblantes. Mais au fond de leurs esprits, une question demeurait. Avaient-ils vraiment échappé à cet enfer, ou cela ne faisait-il que commencer ? Quelques jours s'étaient écoulés depuis leur retour à la réalité. Mais pour Mathilde et Jonas, la notion de réalité elle-même semblait avoir perdu tout sens. Leur quotidien était envahi par des ombres insidieuses, des sensations d'oppression et des souvenirs qui refusaient de s'estomper. Mathilde, installée dans son appartement parisien, peinait à trouver le sommeil. Ses nuits étaient rythmées par des cauchemars où elle revoyait ses compagnons d'expédition figés dans des postures grotesques, leurs yeux vidés de toute vie, suppliants. Parfois, elle entendait des murmures dans sa propre langue, d'autres fois dans une langue inconnue qui résonnait comme un chant funèbre. Les jours n'apportaient guère de répit. Des objets semblaient déplacés chez elle. Une sensation d'être épiée ne la quittait jamais. Jonas, lui, errait dans son modeste appartement à Lyon. L'image de l'entité géante l'observant depuis les ombres de la jungle était gravée dans son esprit. Il la revoyait chaque fois qu'il fermait les yeux. Les fenêtres de son appartement, pourtant verrouillées, claquaient parfois sous des courants d'air inexistants. Et il avait l'impression que des silhouettes sombres passaient furtivement dans son champ de vision. Mathilde et Jonas s'appelaient souvent pour partager leurs expériences. Allô ? Une peur commune les liait désormais. Finalement, ils décidèrent de se retrouver en plein jour dans un café animé du centre-ville, espérant que la lumière et la foule les protégeraient de cette oppression omniprésente. Assis à une table à l'ombre d'un parasol, ils échangèrent des regards lourds de fatigue. Jonas posa une main tremblante sur le sac contenant le journal trouvé dans le phare. « On ne peut plus fuir, » murmura-t-il. « Il faut comprendre ce qu'on a réveillé là-bas. » Mathilde acquiesça, son regard fouillant. « Peut-être que ce journal contient des réponses. Si on ne fait rien, ça nous dévorera. » De retour chez Mathilde, dans son salon plongé dans une lumière tamisée, Jonas sortit le vieux carnet. La couverture en cuir craquelé semblait presque pulser sous ses doigts. Mathilde, un plaid sur ses épaules, préparait un carnet pour prendre des notes. Les premières pages contenaient des notes banales sur l'expédition du capitaine Angelo Lorca, un marin italien revenu d'Amérique du Sud. Son navire transportait divers artefacts exhumés lors d'une fouille archéologique dans des jungles reculées. Une mention récurrente revenait. Un artefact baptisé l'œil des profondeurs, une pierre noire brillante aux reflets changeants, que Lorca décrivait comme hypnotique. Puis, le récit s'assombrissait. Jour 27. Une tempête s'est levée sans prévenir. Le ciel s'est déchiré d'éclairs, mais aucun vent ne soufflait. Les vagues rugissaient comme des bêtes sauvages, et l'œil lui semblait vibrer dans sa caisse, comme s'il était vivant. Nous avons dérivé plusieurs jours avant de nous échouer. On s'est échoué près d'un phare solitaire, perdu dans les brumes. Jour 32. Nous avons transporté ce que nous pouvions au phare. Les hommes sont nerveux. La nuit, ils disent entendre des bruits venant de l'océan, des murmures et des chants, parfois un grondement sourd, comme le souffle d'un géant endormi. Mathilde s'arrêta de lire, son regard fixé sur Jonas. « Tu sens ça ?» Un courant d'air glacial venait de passer dans la pièce, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Jonas hocha la tête, mais l'encouragea à continuer. Jour 45. 2 hommes ont disparu cette nuit. Des griffes profondes marquent les murs du phare. Nous avons retrouvé des lambeaux de vêtements près des rochers, mais aucun corps.
Les murmures deviennent plus forts, comme s'ils nous appelaient. Jour 51. Ils dansent sur la plage. Des silhouettes encapuchonnées. Leurs chants emplissent mon esprit. L'œil, il brûle comme un feu dans mes pensées, mais je ne peux pas détourner le regard. Mathilde tourna une page et fronça les sourcils. Une série de symboles complexes remplissait la page, accompagnée d'un texte écrit dans une langue inconnue. Jonas se pencha pour mieux voir. « On dirait une sorte d'incantation, » murmura-t-il. Les mots, bien que incompréhensibles, semblaient avoir un rythme hypnotique. Presque sans s'en rendre compte, Mathilde lut à haute voix. « Vraltangur, Aed Shiln Otarkal Deshu. » Une onde glaciale traversa la pièce. Les lumières vacillèrent et un grondement sourd sembla émaner des murs. Mathilde se couvrit la bouche, horrifiée. « Jonas, qu'est-ce qu'on a fait ?» Un silence oppressant tomba. Lentement, une silhouette obscure se matérialisa dans un coin de la pièce, juste hors de leur champ de vision directe. Des yeux d'un rouge incandescent s'ouvrirent dans les ténèbres. Jonas attrapa le carnet et le referma brutalement, brisant la transe. La silhouette disparut, mais l'atmosphère restait lourde, presque irrespirable. « On a réveillé quelque chose ?» balbutia Mathilde. Après un moment de panique, ils se concentrèrent sur les dernières pages du journal. Le capitaine racontait comment, après des jours d'isolement, il avait lui-même cédé aux murmures. Jour 62. Je n'en peux plus. Les voix m'appellent, me promettent la délivrance. Je dois répondre à l'appel. Que les profondeurs m'engloutissent. La dernière page contenait une carte sommaire, indiquant la localisation approximative du phare dans leur monde. « C'est là qu'on doit aller », conclut Jonas. « Ce phare contient les réponses. » Mathilde hésita, mais elle savait que Jonas avait raison. Le récit se termina sur cette note sombre, ouvrant la voie à une nouvelle enquête. Les deux survivants, marqués par leur expérience, se lançaient dans une quête pour affronter ce qui se cachait dans les ombres du phare. Le bruit monotone de l'horloge résonnait dans l'appartement silencieux de Jonas. Depuis leur retour, un poids invisible semblait s'accrocher à ses épaules. Le journal du capitaine Lorca était posé sur la table basse, chaque page feuilletée semblant exsuder une sorte de malédiction. Ils n'avaient pas réussi à le relire depuis leur découverte. Chaque nuit, ils revoyaient cette entité au regard abyssal, immobile mais omniprésente. Ses ombres dansaient à la périphérie de sa vision, même lorsqu'il était éveillé. Mathilde, de son côté, n'était pas en meilleure posture. Elle rêvait sans cesse de ses compagnons perdus, leurs cris résonnant dans un écho sans fin. Un matin, Jonas reçut un appel. La voix de Mathilde tremblait légèrement, mais elle proposa une idée. On ne peut pas rester comme ça. On doit comprendre ce qui nous arrive. Retrouvons-nous à la bibliothèque demain. Il doit bien y avoir des récits anciens sur ce phare ou ce culte. Jonas acquiesça, l'impression de toujours être observé grimpant le long de sa colonne vertébrale. La bibliothèque était vaste, ses rayonnages s'étendant jusqu'au plafond. L'éclairage tamisé projetait des ombres mouvantes, donnant une atmosphère presque sacrée au lieu. Mathilde et Jonas se mirent rapidement à chercher des ouvrages sur des phares isolés, des cultes anciens et des mythes marins. Ils croisèrent le chemin de l'un des employés. Un homme à l'air fatigué, le regard fuyant. Il se présenta sous le nom de Lucien. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-il d'un ton hésitant. Mathilde exposa leurs recherches. Le visage de Lucien se figea un instant avant qu'il ne les guide vers une section reculée de la bibliothèque. Là,
Ils trouvèrent des récits évoquant un culte marin connu sous le nom de l'Appel des Abîmes, mentionné à travers des fragments d'archives. Un passage évoquait une figure centrale, une créature appelée Talassarot, que les adeptes tentaient de réveiller. Lucien, soudain nerveux, murmura « Vous devriez abandonner cette recherche. Ceux qui s'intéressent à ces histoires disparaissent. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Jonas échangea un regard avec Mathilde. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, un bruit sourd résonna derrière eux. Lucien se tenait là, un couteau à la main, le regard déformé par une haine incompréhensible. Le combat fut brutal mais bref. Jonas parvint à assommer l'assaillant, découvrant sous sa manche un tatouage étrange. Une spirale qui semblait avaler la lumière. Un indice, mais aussi une confirmation qu'ils étaient sur la liste de mauvaises personnes. Avant de quitter la bibliothèque précipitamment, Mathilde trouva une mention d'un nom. Angelo Lorca, et d'un descendant vivant non loin d'une petite ville côtière. La cabane du pêcheur, isolée au bord de la falaise, semblait abandonnée. Les planches étaient grises et fondues par les intempéries, et les fenêtres étaient couvertes de crasse. Pourtant, une lueur vacillante perçait à travers les rideaux effilochés. Jonas et Mathilde échangèrent un regard, et il frappa doucement à la porte. « Entrez, c'est ouvert. » La voix rauque de l'intérieur les figea un instant. Ils poussèrent lentement la porte, le grincement amplifiant l'atmosphère oppressante. L'intérieur était exigu, encombré de meubles délabrés et de piles de vieux livres. Avant qu'ils n'aient pu dire un mot, une silhouette émergea de l'ombre derrière eux. Une arme à feu scintillait dans la lumière vacillante. « Ne bougez pas! Montrez-moi vos poignets !» Ezio Lorca se tenait là, le regard perçant et méfiant, le revolver fermement pointé sur eux. Jonas et Mathilde levèrent lentement les mains, dévoilant leurs bras. L'homme examina leurs poignets, cherchant avec insistance un tatouage qui n'existait pas. Après un long moment de silence, il baissa enfin son arme, bien que sa méfiance ne disparût pas totalement. Si vous êtes venu ici pour me tuer, vous cachez bien votre jeu en tout cas. Bon, qui êtes-vous et pourquoi vous voulez me voir ? Mathilde répondit d'une voix calme, essayant de détendre l'atmosphère. Nous ne sommes pas avec eux, monsieur Lorca. Nous cherchons des réponses. Nous savons pour le capitaine Angelo Lorca, votre ancêtre. Nous savons aussi pour l'œil des profondeurs. Ezio fronça les sourcils, ses yeux se posant sur Mathilde. Vous ne savez rien. Si vous aviez prononcé le sort, vous seriez déjà perdu. Quel sort ? Bon. L'artefact maudit que vous mentionnez, il est bien plus qu'un simple objet. Il contient des fragments d'une vérité que l'humanité ne devrait jamais approcher. Cet artefact, l'œil des profondeurs, c'est la clé pour entrer dans une cité. Mais, pas n'importe quelle cité. Une cité sous-marine, antique, perdue depuis des millénaires. Une cité ? Oui, une cité où règne un dieu endormi. Le culte, ils le savent évidemment. Ils veulent l'éveiller. Et cet artefact dont vous parlez, c'est leur outil. Mathilde avança timidement, prenant une chaise pour s'asseoir. Alors, pourquoi ne pas détruire cet artefact ? Si c'est aussi dangereux, pourquoi le garder ici ? Détruire un tel objet ? Mais c'est impossible. Il est lié à cette chose. C'est comme un morceau de son esprit ou de son âme. Non, je l'ai gardé ici pour que personne d'autre ne s'en serve. Mais si vous voulez une chance de survie, écoutez-moi bien. Prenez cet artefact et partez pour l'île. C'est votre seule chance. Jonas recula légèrement choqué. « Vous voulez qu'on l'emmène là-bas ?» Ezio s'avança vers eux, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Écoutez-moi. L'œil, c'est la clé pour rentrer dans cette cité. Vous devez trouver un capitaine, un bateau, et aller sur cette île. C'est là-bas que vous trouverez des réponses. Ou votre fin.
pour ce que ça change de toute manière. Une tension lourde s'installa dans la pièce. Jonas et Mathilde comprirent qu'ils n'avaient pas le choix. Ezio marcha jusqu'à une vieille commode, ouvrit un tiroir et sortit une boîte en bois verrouillée. Il tendit la boîte à Jonas, son regard plus grave que jamais. Bon, allez, faites vite, le temps n'est pas de votre côté. Et surtout, souvenez-vous, le culte ne vous laissera jamais en paix. Jonas et Mathilde sortirent de la cabane, l'artefact soigneusement rangé dans la boîte en bois que Jonas serrait fermement contre lui. L'air froid de la nuit les enveloppa aussitôt, mais cela ne parvint pas à apaiser la tension qui les habitait. Ezio les suivit jusqu'au seuil de la porte, son revolver toujours en main, comme s'il s'attendait à ce que des ombres surgissent de nulle part. Maintenant, allez-vous-en, et ne revenez jamais. Si vous restez trop longtemps ici, ils viendront pour vous. Et pour moi aussi. Ezio les observa descendre le sentier rocailleux menant à leur voiture, puis referma la porte d'un geste sec. Avant de disparaître à l'intérieur, il murmura pour lui-même, le regard perdu dans l'obscurité. Si seulement vous saviez ce qui vous attendait. Le bruit du moteur résonna bientôt dans la nuit. Jonas et Mathilde s'éloignant rapidement de ce lieu maudit. Dans l'habitacle, le silence pesait. Tu crois qu'il disait la vérité ? Jonas hocha la tête, les yeux rivés sur la route déserte devant eux. Je ne sais pas, mais regarde où on en est. La vérité ou pas, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Mathilde se tourna vers la boîte posée sur ses genoux. Malgré elle, elle sentit un frisson glacial parcourir son échine, comme si l'objet à l'intérieur la fixait. Jonas ne répondit pas, mais son expression résolue parlait pour lui. Et il n'avait plus le luxe du doute. La cabane était plongée dans un silence pesant, seulement perturbé par le grincement des bois sous la pression du vent. Ezio, assis à sa table, fixait une bouteille de whisky presque vide à ses côtés. Son revolver reposait sur la table, à portée de main. Soudain, un craquement sourd résonna à l'extérieur, suivi d'un mouvement furtif visible à travers une fenêtre sale. Ezio se redressa, l'arme fermement dans sa main. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Juste le gémissement du vent qui s'engouffrait entre les planches mal ajustées. Ezio se leva lentement, ses pas résonnant sur le sol. Il jeta un coup d'œil derrière la porte, puis dans l'ombre de la pièce. Sa respiration était haletante, mais son regard restait fixe. Une ombre se glissa rapidement derrière lui, silencieuse comme une brume épaisse. Il pivota brusquement, le revolver pointé devant lui. Je ne vous laisserai pas ! Un mouvement rapide, un éclat métallique, et l'arme chuta au sol dans un fracas. Ezio recula, une main pressée contre son flanc, son visage tordu de douleur. Vous ne savez pas ce que vous libérez. L'assassin resta immobile un instant, observant la scène. Puis, sans un mot, il partit. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, la cabane retomba dans un silence lourd. Des murmures indiscernables emplissaient la pièce. Se mêlant au gémissement du vent, Ezio poussa son dernier soupir. Deux jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre avec Ezio Lorca. Et Jonas et Mathilde se retrouvaient au lever du soleil dans une ruelle animée du port de Maréal, une petite ville côtière au bord de l'Atlantique. Le port, saturé d'effluves salins et de poissons frais, bouillonnait d'activité. Mathilde, un sac à dos contenant l'œil des profondeurs bien protégées, lançait des regards nerveux autour d'elle. Jonas, vêtu de vêtements simples mais pratiques pour une expédition, paraissait aussi tendu. L'île qu'avait mentionnée Ezio, celle où il pensait que les réponses se cachaient, n'était ni sur les cartes officielles, ni sur les lèvres des habitants de la région.
mais les rumeurs qui circulaient dans des tavernes locales étaient assez claires. Un endroit maudit, où les disparitions étaient fréquentes et des témoins ne revenaient jamais des expéditions. Un lieu qui semblait appartenir à une autre époque, un autre endroit où les lois de la réalité se déformaient. L'île, tout simplement, avait mauvaise réputation. Les marins refusaient de s'en approcher, mais Mathilde et Jonas, poussés par une soif de réponse, ne pouvaient faire marche arrière. Ils se dirigèrent vers le port, leur marche déterminée résonnant sur les pavés humides. Ils traversèrent les ruelles sombres, leurs regards scrutant les vieux navires amarrés. Les visages étaient durs, souvent fuyants. Aucun capitaine ne semblait prêt à les aider. Chacun d'eux, au détour d'une discussion, leur rappelait que l'île était dangereuse, hantée par des forces qu'aucun marin n'osait affronter. « Il y a des choses qui n'ont pas d'explication là-bas », murmura un vieux pêcheur en les croisant, sans même s'arrêter. « Des cris, des ombres, des disparitions. Ceux qui y vont ne reviennent pas. Ou s'ils en reviennent, c'est pour devenir fous. » Mais Jonas et Mathilde n'étaient pas là pour écouter des avertissements. Ils avaient une mission, un mystère à résoudre. Après plusieurs refus cinglants, ils croisèrent un capitaine qui, contre toute attente, accepta de les mener là-bas. André, un homme au visage marqué par le temps, ses yeux perçants d'un bleu glacé, semblait hésitant au début, mais il se montra finalement plus conciliant. « Je vous préviens, dit-il en les fixant. On parle d'une malédiction là-bas. Vous ne serez pas les premiers à chercher ce qui ne doit pas être trouvé. » Jonas et Mathilde se regardèrent en silence, leur instinct les poussant à continuer malgré tout. Après quelques négociations, une poignée de main fut échangée. Le voyage était décidé. Le bateau quitterait le port au crépuscule. Le vent s'était levé lorsqu'ils prirent le large. La mer était calme, presque trop calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle. L'obscurité grandissait, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, laissant place à la nuit noire. Le bateau glissait silencieusement sur les vagues, ses voiles battues par un vent presque invisible. Les deux compagnons se retrouvèrent à l'intérieur de la cabine, le regard tourné vers l'extérieur, alors qu'une étrange sensation de malaise les envahissait. Ils n'étaient pas seuls sur ce bateau, mais quelque chose les empêchait de se sentir en sécurité. C'était comme si la mer elle-même les observait. Mais ce n'était pas seulement le paysage qui inquiétait Jonas et Mathilde. Depuis qu'ils avaient pris le bateau, ils n'avaient cessé de faire le même cauchemar. Une ombre, une silhouette indistincte qui flottait à la lisière de leurs rêves, les observait de très près. L'œil des profondeurs, cet artefact terrifiant, semblait vibrer dans leur sac à dos, résonnant d'une énergie sourde. Chaque nuit, l'entité les appelait à les rejoindre dans son royaume, leur offrant des visions d'horreur innommables et de paysages dévastés. Mais cette nuit-là, la réalité semblait se confondre avec l'imaginaire. Le bateau entra dans un épais voile de brume. Un murmure d'angoisse s'éleva parmi les membres de l'équipage. Jonas et Mathilde échangèrent un regard lourd de présage. Ils entendirent alors des bruits étranges, des bruits inhumains. Un cri perça la brume, suivi d'un second, puis d'un troisième. Des bruits métalliques, des grognements, des éclats de voix, tout se mêlait dans une cacophonie assourdissante. Jonas se leva brusquement, se précipitant vers la porte de la cabine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mathilde, sa voix tremblante. La cabine était plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la faible lueur d'une lampe à huile vacillante. Jonas et Mathilde restaient là, immobiles, leur regard fixé sur la porte fermée. Les bruits dehors étaient devenus étranges, presque surnaturels. Des cris étouffés,
des bruits sourds comme des chocs contre la coque, et ce son, gluant et écœurant, comme si quelque chose rampait sur le bois du navire. Mathilde serra son sac contre elle, où reposait l'œil des profondeurs, son regard hanté. « Jonas, on devrait sortir, voir ce qu'il se passe !» Jonas lui jeta un regard nerveux, puis détourna les yeux. « Et vers quoi ? Si ces choses attaquent, on ne peut rien contre elles !» Un cri strident transperça le silence, suivi du vacarme d'un corps lourd projeté contre quelque chose de métallique. Ils sursautèrent tous les deux, leur cœur battant à tout rompre. Puis, soudain, tout devint étrangement calme. Le silence qui suivait était pire que les bruits. Il semblait peser sur eux, épais et oppressant, comme si même le navire retenait son souffle. « Jonas !» murmura Mathilde, la voix tremblante. Et ils attendirent quelques minutes, ou peut-être une éternité, avant que Jonas ne se décide enfin. « Reste près de moi !» murmura-t-il. Il ouvrit la porte, prudemment, et sortit en premier. Mathilde le suivit, ses pas hésitants sur le bois glissant. Lorsqu'ils atteignirent le pont, l'air leur sembla encore plus lourd. La brume s'était épaissie, une masse presque tangible, et le silence était absolu. Mais c'était le pont lui-même qui les pétrifia d'horreur. Le bois, autrefois lisse et usé par les vagues, était maculé de sang. Des traces de lutte étaient visibles partout. Des griffures profondes dans les bois, des débris de cordage et des morceaux de ce qu'il semblait être des membres humains. Jonas sentit son estomac se tordre, mais il détourna le regard. « Tout le monde ! Ils sont partis !» murmura Mathilde, presque inaudible. Jonas fit quelques pas en avant. Pas parti. Pris. Les traces au sol racontaient une histoire d'horreur. Des traînées de sang menaient jusqu'au bord du bateau, où elles disparaissaient dans la mer sombre. Des griffes ou des tentacules avaient laissé des marques indescriptibles sur les côtés du navire. « C'était rapide, » murmura Mathilde, les yeux écarquillés. « On n'a rien entendu d'eux, juste des cris. Et ensuite, plus rien. » Jonas serra les poings. « On aurait dû faire quelque chose. » Mathilde secoua la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue. Contre ça, on n'aurait rien pu faire. Ils se tenaient là, figés, le regard perdu dans l'horreur autour d'eux. Le silence était à nouveau brisé, non pas par des cris, mais par un bruit sourd et métallique au loin. Une lueur étrange émanait de l'horizon, se reflétant dans la brume dense. Le navire, désormais sans capitaine ni équipage, dériva lentement. Le vent n'était plus qu'un souffle mourant. Ils se retrouvèrent poussés par le courant, incapables de faire demi-tour. Et dans le calme effrayant qui suivit, le navire s'échoua violemment sur les rives d'une île qu'ils ne connaissaient pas. Une île déserte, étrange, où le vent semblait porteur de murmures. Le sable était sombre, presque noir, comme si la terre elle-même était imprégnée de secrets oubliés. Jonas et Mathilde s'élancèrent hors du navire, les pieds enfoncés dans un sable glissant. L'île, perdue dans la brume, semblait les attendre. Ils savaient que, maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Leur destin était lié à celui de cette île maudite. Ils se dirigèrent vers l'intérieur de l'île, leurs pas lourdement marqués dans la poussière. La brume épaisse les enveloppait à nouveau. Et bientôt, ils arrivèrent au phare, celui qu'ils connaissaient déjà. Un phare abandonné, mais plus réel que jamais. L'endroit semblait avoir été marqué par des années d'abandon. Mais quelque chose était encore vivant ici, une énergie palpable.
En explorant le phare, ils découvrirent une porte dissimulée dans le sol. Un escalier étroit menant à des profondeurs obscures. Mathilde déglutit, mais son regard croisa celui de Jonas. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils descendirent, leurs pieds résonnant sur les pierres, et arrivèrent bientôt devant une porte massive. L'œil des profondeurs vibrant d'une étrange énergie, résonnant d'une force abyssale qui semblait émaner de cette porte. Ils se tenaient là, devant ce seuil. L'entité des ombres les appelait à travers le voile de réalité, une promesse de quelque chose d'inconnu. La fin du voyage se dessinait devant eux. Le lourd silence qui régnait dans la pièce était ébranlé par les murmures étranges de l'œil des profondeurs que Mathilde portait avec elle. Ce dernier semblait presque vibrer dans sa main lorsqu'ils s'approchèrent de la porte gravée de runes anciennes et érodées. Le moindre de leurs mouvements était avalé par l'écho des murs de pierre, comme si le monde entier retenait son souffle. Jonas regarda Mathilde, avec une étincelle d'espoir teintée de défiance. « Alors, c'est ça, la clé pour mettre fin à tout ça ?» Mathilde hocha la tête, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle approchait l'œil de la cavité centrale de la porte. Une fois insérée, un grondement sourd émergea des entrailles du phare, et la porte massive s'ouvrit dans un bruit de grincement. Derrière la porte, une lueur verdâtre éclairait un sentier sinueux bordé par une jungle étrangement familière. C'était la même forêt suffocante où ils s'étaient retrouvés après avoir quitté le train, des jours auparavant. Les plantes étaient difformes, leurs feuilles luisantes suintaient un liquide âcre et des bruits indistincts semblaient venir de tous les côtés. Pourtant, cette fois-ci, il n'y avait pas de retour possible. « On avance !» murmura Jonas en déglutissant difficilement. « Si on veut vraiment se libérer de cette malédiction, on doit détruire cet artefact. » Mathilde acquiesça, sans un mot. La peur était palpable, mais ils savaient qu'ils étaient à la dernière étape de leur cauchemar. Tandis qu'ils s'avancèrent dans la jungle, une étrange tension émanait de l'œil. Mathilde semblait guidée par une force invisible, son pas sûr malgré les éléments hostiles qui les entouraient. Les bruits de craquement de branches et de feuillage étaient à la fois proches et lointains, comme si une multitude de présences épiait chacun de leurs mouvements. Soudain, Mathilde s'arrêta net. Devant eux, une petite clairière était dominée par un champ de champignons gigantesques, leur chapeau noir semblant aspirer la lumière. Et au pied de l'un d'eux, une créature grotesque était accroupie. Sa fourrure noire était hirsute, ses yeux globuleux étaient d'un vert éclatant, et une barbe de filaments rouges pendait de sa gueule tordue. Entre ses griffes, une main humaine arrachée, encore ornée d'une bague dorée. Mathilde porta une main à sa bouche, étouffant un cri de terreur. « Qu'est-ce que » murmura Jonas, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un coup sourd derrière leur tête les plongea dans l'obscurité. Jonas se réveilla lentement, une douleur lancinante à l'arrière du crâne. Il se trouvait au centre d'une vaste place entourée de hautes structures cyclopéennes, manifestement construites par une civilisation ancienne. Les pierres qui composaient les murs étaient gravées de symboles incompréhensibles, et une étrange lueur dorée semblait émaner des fissures. Il tenta de bouger, mais ses poignets étaient attachés dans son dos. Autour de lui, des figures encapuchonnées exécutaient une litanie gutturale. Leur voix résonnait avec une intensité qui semblait s'immiscer directement dans son esprit, ravivant les visions de l'entité qu'ils avaient vue dans le train. Jonas tourna la tête et aperçut Mathilde. Elle était allongée sur une table de pierre maculée de sang séché. Ses poignets étaient ligotés et son visage était livide.
Non, Mathilde !» tenta-t-il de crier, mais sa voix se brisa. Parmi les encapuchonnés, une silhouette attira son attention. Jonas se figea en reconnaissant André, le capitaine du navire qu'ils avaient pris pour rejoindre le phare. Ce dernier portait un sourire cruel, tandis qu'ils entonnaient les paroles du rituel. « Ô Talas-Zarot, maître des abysses, toi qui es le berceau des ténèbres infinies, nous, tes serviteurs humbles et dévoués, offrons nos âmes et nos corps en tribut à ton pouvoir éternel. Depuis les profondeurs insondables, tu veilles, toi qui vois ce que nul mortel ne peut concevoir. Ta voix résonne dans nos rêves, tes murmures façonnent nos destins. Nous t'invoquons aujourd'hui, ô Seigneur des profondeurs, pour que ton regard perce les voiles de ce monde fragile. Ô grand architecte du chaos liquide, accepte l'offrande qui gît devant toi. Son sang, sa vie, ses peurs, tout est tien. Par ce sacrifice, que ta puissance se déchaîne, que ton règne s'étende sur les mers, sur la terre, sur les cieux. Nous, les enfants de l'appel des abîmes, nous prosternons, car ta grandeur est l'éclipse de toute lumière. Inonde nos esprits de ta sagesse impie, guide nos mains dans l'obscurité, et fais de nous les instruments de ton triomphe éternel. Ô Talas-Zarot, que ton nom résonne dans les âges, car toi seul es digne de dévorer les étoiles. Que les eaux s'ouvrent pour toi, que les cieux se brisent pour toi, et que le monde entier ploie sous ton ombre infinie. Le nom de leur dieu résonna dans l'air. Talas-Zarot, le maître des abysses. Jonas comprit alors l'ampleur de la manipulation. Tout avait été orchestré par le culte de l'appel des abîmes, pour les amener ici. Mathilde était l'offrande finale. Il tira sur ses liens avec une force désespérée, mais c'était inutile. Son regard ne pouvait se détacher de Mathilde, alors que le rituel atteignait son paroxysme. Une dague sacrificielle, ornée de runes scintillantes, s'abattit sur elle. Le cri étouffé de Jonas fut perdu dans les vacarmes de la litanie. Le sol sous leurs pieds sembla vibrer, émettant un bruit sourd semblable au râle d'un monstre endormi depuis des millénaires. Les encapuchonnés reculèrent, leur litanie se transformant en une cacophonie de cris et de prières, alors qu'une silhouette d'ombre et de lumière émergeait des fissures dorées. L'entité était immense, ses contours changeants évoquant des vagues d'eau sombre, et ses yeux lumineux fixaient Jonas avec une intensité insoutenable. Les cris des cultistes s'éteignirent rapidement lorsque la créature tendit un bras informe vers eux, les réduisant en poussière dans un éclat de lumière abyssale. Jonas, pourtant toujours vivant, sentit une main invisible le soulever et le rapprocher du visage informe de la créature. Une voix résonna dans son esprit, profonde et infiniment ancienne. « Tu as vu mortel. Tu sais. Tu seras mon témoin. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la créature disparut et le temple s'effondra dans un bruit assourdissant. Jonas perdit conscience, son esprit brisé par ce qu'il avait vu. On raconte que Jonas fut retrouvé sur une plage non loin du port de Maréal, délirant, marmonnant des propos incohérents. Interné dans un hôpital psychiatrique, il devint une ombre de lui-même, hanté par des échos d'un monde que peu auraient pu concevoir. Jonas est-il perdu à jamais ? Ou retrouverons-nous un jour cet homme brisé, portant sur ses épaules les stigmates d'un voyage au-delà de l'entendement ? Seul le temps nous le dira. Une autre histoire, une autre archive, pourra peut-être nous apporter des réponses. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Je vous souhaite une excellente année 2025
De mon côté, je vais continuer à faire les vidéos. Il y en a une qui sort par semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, bye.